Un, deux. Et devenir sourd. Un, deux, un, deux. Bon, tu vois. Mais t'as pas de retour, donc tu... Là, même pas. J'ai pas de retour. Si, j'ai un retour. J'ai pas de retour. Retour, pas retour. Je pense que là, ils vont prendre plein la gueule. Là, si je parle, c'est fort quand même, non? C'est encore fort, parce que je vais parler là, et je vais beaucoup parler. Je pense qu'au moment, ça va vous saouler. Bon, n'hésitez pas à m'interrompre si le son est trop fort, pareil pour les vidéos, etc. Bah écoutez, on va y aller, on va y aller doucement. Alors, pas trop doucement parce que 40 ans d'histoire de vidéo en 2 heures, c'est quand même très très chaud, quoi. Si on ne veut pas oublier des choses importantes, si on va montrer un maximum de trucs intéressants. Donc bonjour, donc je m'appelle, je me présente, donc Philippe Dubois, je suis le président de l'association française d'Amos.com, qui est assez connu nationalement pour son travail de préservation et valorisation du patrimoine numérique, donc en gros l'histoire du jeu vidéo et de l'informatique. Donc on va présenter brièvement Amos.com, donc version 1900 tout à fait classique et standard, très active dans le milieu du patrimoine numérique, de la préservation. Nous avons derrière nous à peu près 250 expositions ouvertes au grand public, des plus petites, on va dire, avec des mairies, des communes en France, jusqu'à des grandes expositions, même à l'international. On va les voir brièvement avec une histoire de vidéo au Musée de la Civilisation du Québec, par exemple, une exposition de 1000 m² qui a duré pendant 11 mois et drainé 240 000 visiteurs. Et puis pour 2016, des expositions prévues également, et toujours, surtout même, j'ai envie de dire, à l'international, c'est comme ça, avec certainement des expositions en Hong Kong, et peut-être en Corée ou ailleurs en Chine. Donc des réserves importantes, donc Amos.com est une des associations qui possède les collections les plus importantes en Europe. C'est pas le top number one, mais on est très très bien placé. On a une estimation, puisque nous n'avons pas fait un inventaire encore, à peu près à 60 000 objets. Donc 60 000 objets, c'est des milliers d'ordinateurs, de consoles de jeux, c'est des dizaines de milliers de parutions, papier, de magazines, de livres, de manuels, tout ce qu'on peut imaginer. C'est des dizaines de milliers de logiciels, tout support confondu depuis 1970 jusqu'à nos jours. C'est vraiment des réserves et un espace, une collection de travail absolument colossale qui est donc aux portes de Paris, puisque notre projet finalement est de monter un musée national, un rester sur Paris, mais il y a d'autres projets auxquels je vous propose de vous intéresser, notamment à Bordeaux. Les amis vont certainement ouvrir, c'est tout le mal qu'on le souhaite, un musée, le musée Ripley, en 2017, donc à la ville de Bordeaux. Ce sont des gens qui se connaissent beaucoup, donc en lesquels nous devons placer toute notre confiance. Et puis Yves Bolognini, voilà, avec le musée Bolo, qui est juste à nos portes, en Suisse, qui est un musée exemplaire, qui est même le premier, je pense, européen, si je me trompe. Moi, je pense, tout simplement. Voilà. Donc quelques expositions, on va certainement pas tous les voir, 250, sinon on s'en sortirait pas, mais on a des partenariats notamment avec beaucoup d'institutions locales, nationales, donc par exemple la Cité des Sciences, nous étions à la première des vedettes numériques, également le musée des arts décoratifs, auquel on a un partenariat actif. Nous étions à la Game Convention plusieurs années avant qu'elle devienne donc la Gamescom. Peut-être que nous reviendrons, mais si vous avez déjà eu l'avantage d'aller à la Gamescom, niveau rétro gaming, il n'y a pas grand chose à apporter parce qu'ils sont vraiment juste colossaux, les Allemands. On a également travaillé avec Sega France à l'époque avant qu'il meure, enfin malheureusement. Donc on a produit pour la Japan Expo 2009 le Sega Museum qui était le plus gros musée
dédié à l'univers de Sega, console, goodies, tout ce qu'il a pu produire, et qui a été acclamé partout à travers le monde par tous les adorateurs de la marque. Festival du jeu 2009 avant que ça devienne Paris Games Week, auquel nous sommes présents cette année. Donc là c'est une image importante puisque nous l'avions reçu en 2009 et il y a eu d'autres visites depuis, le ministre de la Culture de l'époque qui a pu nous appuyer notamment pour la génération d'une exposition que l'on va voir juste après qui a changé définitivement en France l'image du jeu vidéo. Je parle de Game Story au Grand Palais. Le Conseil général de 93, encore la Cité des Sciences, Museo Games donc en 2010, qui était la première exposition, c'est important de le signaler, sur le jeu vidéo qui est rentré dans un musée national, le musée des arts et métiers. Donc une exposition qui a très bien fonctionné, qui était très jolie, avec une scénographie très particulière, qui a été générée donc par un scénographe qui s'appelle Pierre Génère, et donc a rencontré un franc succès qui a été reconduit pendant 3 mois supplémentaires au musée des arts et métiers, et ensuite qui est parti au musée Electropolis d'EDF, donc à Mulhouse. Donc exposition qui avait vraiment marqué à l'époque. Et puis donc Game Story, qui a marqué internationalement voilà, la reconnaissance du jeu vidéo, puisqu'on peut dire que c'est à partir de cette époque-là, 2011, avec la participation active du ministère de la Culture, que le jeu vidéo est devenu en France un bien culturel reconnu, puisque en travaillant avec le ministère, nous avions ouvert au réseau du ministère de la Culture de la Réunion des musées nationaux. Ce sont eux qui gèrent les grandes expositions des plus grands musées tels que le musée du Louvre, etc. Eh bien, nous avions ouvert finalement l'appropriation du vidéo à des gens qui ne connaissaient pas encore le jeu vidéo et qui ont pu donc apprécier des œuvres comme les Schtroumpfs, comme Mario, etc., comme Sonic, alors que certainement auparavant, avant Game Story, ils n'avaient jamais eu l'occasion de s'y intéresser. Donc vraiment une exposition qui a très très bien marché. 60 000 visiteurs en 2 mois, des files d'attente de 7 heures de files d'attente sur les derniers week-ends d'exploitation, c'est quelque chose de colossal, et qui a été reconnu de par le monde comme étant une exposition de représentation de vidéo qui a vraiment marqué. On nous en a parlé à New York, on nous en a parlé au Brésil, au Japon. Game Story a vraiment marqué. Et puis donc, cette dernière exposition, en tout cas grande exposition internationale, c'était donc une histoire du vidéo au musée de la simulation de Québec, qui a duré pendant 11 mois, son immatériel, qui est une exposition de très très haute qualité. Et d'après ce que nous avons vu ailleurs dans le monde comme exposition tout à itinérante, elle a vraiment servi de modèle comme plus bel écran dans lequel nous puissions présenter le jeu vidéo. Voilà, toute sa qualité intrinsèque. Et donc commençons donc cette conférence sur l'histoire des jeux vidéo avec le premier d'entre eux, en tout cas réputé ou connu d'entre eux, qui est en 1958 Tennis for Two. Alors en 1958, on parle assez peu, il y a eu des expérimentations informatiques dans certains laboratoires de recherche IBM quelques années auparavant, mais on va dire que le grand public, pour la première fois de son histoire, entre guillemets, a pu jouer à un jeu vidéo au Tennis for Two, donc au Brookhaven National Laboratory en 1958. Pourquoi? Parce que c'était les journées portes ouvertes dans ce laboratoire, et le directeur du laboratoire a demandé à cet ingénieur qui s'appelle William Higginbotham de prendre des éléments qu'il avait donc sous la main. Il y avait ce qu'on voit là, ma souris, oui. Il y avait un oscilloscope qui est donc un instrument de mesure scientifique, qui est un écran, mais bon, c'est pas une télévision. Il y avait ici un ordinateur analogique. Et il a dit en gros, tu te débrouilles, tu fais une attraction sympathique pour le grand public qui viendra visiter le laboratoire. Et quelque chose d'assez simple, parce que le grand public n'est pas scientifique, il ne connaît pas tout ça. Donc en gros, il a pris ces appareils-là, il les connectait ensemble, et il a fait donc un jeu vidéo. Il a fait un jeu de tennis qui est reconstitué ici, puisque vers les années 2000, le Brookhaven Laboratory a fêté un anniversaire, notamment celui de Tennis for Two, et ils ont reconstruit à l'identique tout le matériel, et donc ils ont issu cette vidéo où on voit donc ce jeu de tennis qui ressemble un petit peu, on va dire, à Pong tel que vous le connaissez, mais si ce n'est qu'il a la particularité d'être vu de côté. C'est un jeu de tennis de côté, on voit certainement les premières manettes de jeu de toute l'histoire de l'humanité, donc des boîtiers avec une potentionnette qui permettent de diriger des raquettes, mais voilà, en jeu de côté, de profil. Mais effectivement, on voit très bien, on peut imaginer assez rapidement, c'est une balle qui rebondit. Et le problème de Tennis for Two, même si c'est le premier jeu vidéo, le problème est qu'il est tellement en avance qu'à l'époque, le jeu vidéo n'existe pas, le terme même n'existe pas, ça reste une expérimentation, et William Higginbotham ne va pas chercher à approfondir
son travail, il ne va pas surtout le déposer, il ne va rien faire du tout malheureusement, parce qu'il est quelque part tout seul, perdu dans le monde, et personne ne peut lui expliquer l'intérêt qu'a son invention par rapport à ce que l'on connaît maintenant, l'engouement des jeux vidéo. Et donc en gros, il ne se produira plus rien pendant quelques années. Pendant quelques années, notamment 4 ans plus tard, avec l'avènement du PDP-1, un mini-ordinateur. Donc il faut savoir que l'informatique date à peu près du milieu, à peu près des années 50, on va dire, pour les ordinateurs électroniques, mais coûtait extrêmement cher et surtout occupait une surface absolument colossale. Hein, donc l'ordinateur là qui prenait l'ENIAC, merci. L'ENIAC occupait la moitié d'un terrain de football, ça coûtait des millions de dollars, enfin, c'était juste improbable. Et puis l'électronique arrivant, notamment l'invention du transistor, à peu près en 1950 d'ailleurs, permis donc de diminuer la taille des ordinateurs, et notamment avec l'arrivée de celui-ci, le PDP-1, qui coûtait plus que 50 000 $, une bagatelle par rapport au prix des ordinateurs avant. Et celui-ci, en plus, prenait très peu de place, puisque c'était l'équivalent d'une machine à laver. Donc c'était somme toute assez réduit pour l'époque. Et puis, surtout, ce prix, on va dire, attractif, a permis à d'innombrables universités, avant tout américaines, de s'équiper d'un ordinateur pour que leurs étudiants ingénieurs puissent expérimenter l'informatique et commencer à programmer, se l'approprier. Et puis donc, il y a cet ingénieur Steve Russell qui a donc accès à cet ordinateur PDP-1. L'on voit ici en image avec un écran qui est assez amusant, puisque c'est un écran rond qui correspond un peu à ce que vous pouvez voir dans les tours de contrôle des aéroports de l'époque. Hein. Si vous avez vu ça dans les vieux films, y a-t-il un pilote pour sauver l'avion, etc. On le voit en train de biper sur un écran rond comme ça dans les tours de contrôle. Et donc, sur cet ordinateur-là, il va s'associer avec 2 autres collègues à lui, et ils vont faire un programme informatique qui est en fait un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui est la concaténation d'une simulation d'étoiles avec un soleil, des forces d'attraction, etc. et une simulation de déplacement d'objets, on va dire des vaisseaux spatiaux, voilà, avec la notion de carburant. Et en associant ces différents programmes informatiques, il va créer donc le jeu Space War, que l'on voit ici, que reproduit le même système que Tennis for Two. C'est une reproduction qui date à peu près des années 2000, dans lequel le laboratoire de l'époque a ressorti un PDP-1 fonctionnel. Ils ont fait retourner le programme initial, et donc vous voyez ici Space War en train de jouer. Et c'est quoi? Ce sont 2 vaisseaux spatiaux que l'on voit ici en train de se battre, il y en a un qui vient de tirer là, quelques petites roquettes, et vous avez un soleil au centre qui en fait va générer une force d'attraction qui va attirer les vaisseaux. Ils vont se détruire si jamais ils se rapprochent trop. On va faire un zoom sur les vaisseaux, donc c'est du vectoriel à l'époque, et si vous connaissez bien la console Vectrex, et bien en fait le jeu Space War sur la Vectrex, c'est exactement la adaptation de ce jeu de 1962. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que bon, évidemment le PDP-1 coûte 50 000 $, pardon, et il est hors de question que le grand public se l'associe. Par contre, beaucoup d'universités achètent ce mini-ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est que Steve Russell, il va en fait éditer le programme informatique de Space War, non pas sous la forme d'une cartouche de jeu ou d'une cassette, ça n'existe pas, mais il va émettre le listing. Et à ce moment-là, il va envoyer le listing informatique à d'autres universités, et d'autres universités vont finalement jouer elles aussi à Space War. C'est un petit peu avant l'avènement d'Internet, un moyen d'échanger du programme informatique et de jouer un peu tous à la même chose. C'est assez intéressant. Et puis, toujours à cette université, il y avait quelqu'un qui va devenir extrêmement célèbre plus tard, qui s'appelle Nolan Bushnell, qui voit ce programme informatique de Space War et qui se dit, bingo, moi je veux faire en sorte que le grand public ait accès à Space War, qu'il puisse jouer à Space War et surtout le commercialiser, c'est-à-dire faire en sorte que les gens mettent de l'argent dans une borne de jeu adaptée dans laquelle on va jouer à Space War. Mais le problème est que Space War, comme je l'ai dit, ça se base sur un ordinateur, un mini-ordinateur qui coûte 50 000 $. Ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher, et si on met un mini-ordinateur qui est assez fragile en plus, de 50 000 $ dans un stand commercial ou dans un lieu public, pour le rentabiliser, il va falloir énormément d'années, c'est pas possible. Donc, son idée, quand même restant d'adapter Space War pour en faire un jeu commercial qui va mettre là où se rend le public américain au maximum, c'est-à-dire dans les centres commerciaux, eh bien, il va finalement réadapter Space War sous la forme d'un jeu qui s'appelle Computer Space. Il va le mettre dans une borne que l'on voit ici, donc il y a plusieurs modèles avec des couleurs différentes. Et ce qui est intéressant,
je l'ai noté ici, c'est la première borne d'arcade du monde. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le jeu vidéo encore n'existe pas, hein, cette notion même de jeu vidéo n'existe pas. C'est un jeu informatique. Et puis cette borne de jeu informatique, il va la placer sous quoi? Dans les malls américains, dans les centres commerciaux américains à l'époque, déjà il y a des grandes décorations, notamment des voûtes, qu'on appelle aussi communément ici en France des arcades. Les arcades, c'est une voûte qui dessine un décor sous un plafond. Et donc en plaçant cette borne de jeu sous les arcades des centres commerciaux américains, elle va devenir une borne d'arcade. Voilà. Et le type même de jeu vidéo d'arcade, donc le type replay rapide, c'est-à-dire qu'on va faire des petites parties très rapides et on va surtout mettre de l'argent, vient de là, vient des centres commerciaux américains. Donc à quoi ressemble Commander Space? Donc ça n'a plus grand chose à voir entre guillemets avec Space War, parce qu'on le voit ici, c'est une capture du film que vous connaissez certainement, qui s'appelle Le Soleil Vert, donc qui a permis d'avoir ce témoignage de très très bonne qualité de à quoi ressemble Commander Space lorsqu'il est en fonctionnement. Et comme on l'a vu rapidement, ça reste une simulation de jeux de vaisseaux spatiaux dans l'espace, etc. Mais ça n'a plus grand chose à voir parce que le programme a vraiment été réduit à sa forme la plus simple pour coûter beaucoup moins d'argent à générer et à placer dans cette borne Commander Space. Alors le problème est que, si on revient rapidement sur le slide, c'est que c'est malgré tout, il faut le voir ainsi, un jeu vidéo créé par des ingénieurs pour des ingénieurs. Ça reste quand même des vaisseaux spatiaux qui vont se battre avec la notion de carburant, d'énergie, de force d'attraction, etc. C'est très compliqué. Alors vous imaginez le grand public dans les centres commerciaux américains qui est confronté pour la première fois de leur vie à un jeu vidéo, on va leur dire c'est des combats, c'est très compliqué à expliquer. Et de ce coup-là, Commander Space ne va pas du tout marcher. Ça va être un bid commercial, un flop commercial. Et donc Nolan Bushnell va ruminer cet échec pendant quelques temps, le temps de passer à autre chose, on va revoir juste derrière. Et puis effectivement, 1972, c'est une date très importante, notamment parce qu'il va y avoir l'avènement du premier microprocesseur d'Intel, etc. Et surtout parce que un ingénieur, donc lui aussi américain, Ralph Baer, qui malheureusement nous a quittés en décembre l'année dernière, qui est membre d'honneur de l'association d'ailleurs, lui avait depuis 1958, à peu près le début des années 60, il avait juste une idée qui est brillante. Son idée, c'est rendre la télévision alternative. C'est juste ça. C'est plutôt que d'avoir un téléviseur dans lequel on produit des images, c'est les journaux télévisés, c'est les films, etc. Donc moi, Ralph Baer, je veux rendre interactive l'image du téléviseur pour que les gens puissent jouer avec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes purement, on va dire, étymologiques, le mot jeu vidéo, en fait, c'est simplement jouer avec le signal vidéo. C'est pour ça que le jeu vidéo s'appelle du jeu vidéo. Parce que finalement, on joue à quoi maintenant? On joue à des ordinateurs ou des consoles de jeux qui sont des ordinateurs adaptés sur la forme de console. Donc on devrait dire que nous jouons à des jeux informatiques. Et on continue pourtant de dire que l'on joue à des jeux vidéo. Mais à l'époque, le concept de Ralph Baer, c'était vraiment du jeu vidéo. Donc créer un dispositif électronique qui va modifier le signal envoyé par le signal antenne de la télévision pour pouvoir jouer avec. C'est ça la véritable étymologie du jeu vidéo. Et donc il va travailler sur un modèle, un prototype de console de jeu que l'on branche donc sur la télévision familiale, hein, puisque c'était ça son idée, qu'il appelle dès 1966 la Broadbox, qui est juste celle que l'on voit en image ici. Hein. Voilà, c'est un boîtier en parallélépipède avec des manettes de jeu, etc. Très simple, basé sur de l'électronique dite passive, hein, des transistors, des condensateurs, etc. Et pendant 6 ans, il va aller démarcher des constructeurs américains d'électronique, d'audiovisuel, pour vendre son concept de console de jeu. Mais encore une fois, comme vous vous rappelez, le jeu vidéo n'existe pas. Il faut tout inventer. Il faut inventer la commercialisation, il faut inventer le concept, comment va-t-on vendre à des gens le fait de devoir acheter un boîtier qui va rendre la télévision interactive. C'est complètement ouf, c'est complètement fou à l'époque. Donc ça prend beaucoup de temps, et c'est finalement Maniavox, une firme américaine qui conçoit des téléviseurs, des magnétoscopes, etc., qui va accepter de commercialiser le prototype de Ralph Baer sous la forme de la première console de jeu de l'humanité, qui est la Maniavox Odyssey, qui ressemble à ceci, donc, qui est finalement assez moderne. Vous avez déjà 2 manettes de jeu, vous avez la console qui est ici, qui se branche donc à la télévision, parce que c'était bien ça le but. Et ce qui est intéressant également, on le voit ici, c'est qu'il y a déjà des cartouches de jeu. Alors, ce qu'il faut bien savoir, et on va l'avoir dans la publicité juste derrière, c'est qu'en 1972, la micro-informatique, en tout cas le microprocesseur, n'existe pas encore. Il vient juste de sortir de chez Intel,
Et on n'est même pas encore en train d'imaginer qu'on va pouvoir utiliser du microprocesseur pour créer des jeux vidéo informatiques. Ça n'existe pas encore. Donc on utilise encore de l'électronique simple, et c'est ce qui fait que la console Mediavox au lycée, elle est finalement absolument incapable de dessiner un décor de jeu. Elle ne peut faire qu'une chose, c'est envoyer des spots lumineux sur la télévision qui peuvent ressembler par exemple, on va le voir, à des raquettes, à une balle de tennis. Donc voici une publicité d'époque. Et on voit dans cette télévision, dans cette publicité d'ailleurs, que vient de faire le mec, il vient de plaquer un décor de jeu qui était livré avec la console, puisqu'elle est absolument incapable de dessiner les décors de jeu. Et finalement, on figure ici un jeu de hockey, un jeu de tennis, une roulette, etc. C'était le seul moyen de départager les jeux. Et finalement, les jeux se ressemblent quasiment tous, et surtout, la console, encore une fois, n'est capable de dessiner que des spots lumineux, c'est tout. Et ce qui est intéressant dans la vidéo, vous l'avez peut-être noté vite fait, c'est les jeux de tennis. Et ça, vous allez voir, ça va avoir une importance capitale. Pourquoi? Parce que lors d'une présentation de l'Odyssée Mediavox en l'été 71, donc l'Odyssée est présentée notamment avec le jeu de tennis que vous avez vu quelques secondes pendant la publicité. Le jeu de tennis, c'est Pong, en fait vous l'avez bien sûr reconnu. En gros, le concept c'est il y a une balle qui rebondit, vous avez deux raquettes, et c'est tout. Et il se trouve qu'à cette présentation commerciale, il y avait Nolan Bushnell qui était présent, qui était resté sur son flop commercial au Counter Space, qui était un jeu vidéo beaucoup trop compliqué, beaucoup trop complexe. Et quand il voit le jeu de tennis de la manière dont c'est lycée, il dit bingo, c'est ça le jeu vidéo. C'est tellement simple, je vais pouvoir enfin le commercialiser, le jeu vidéo va exploser. Alors il copie intégralement, quelque part de manière sans honte, évidemment à l'époque les brevets n'existent pas, personne n'y songe encore. Il va copier le principe du jeu de tennis de la manière dont c'est lycée, il va le renommer Pong, et avec quelques amis ingénieurs, ils vont créer la firme Atari et ils vont créer la première borne d'arcade Atari que l'on voit ici. Et donc effectivement, cette borne de Pong, voici un écran de jeu à peu près reproduit parce qu'elle reste elle aussi basée sur des composants électroniques assez simples. Donc vous avez, on retrouve des raquettes sur le côté, vous avez la balle qui rebondit, il y a un filet qui est ici présenté, qui n'était pas présent d'ailleurs sur la Mediavox lycée. Et puis, comme c'est de l'électronique de luxe, il y a le score qui apparaît, qui n'était pas du tout présent non plus chez la Mediavox lycée. Et ce qui est intéressant, c'est cette légende urbaine autour de la borne Atari Pong, qui est que lorsque, à l'été 72, les ingénieurs d'Atari mettent la première borne Atari Pong dans un café, parce qu'il fallait, c'était un objet commercial, il fallait la commercialiser, il fallait la placer là où les gens se rendaient, dans un bar, à Sunny Valley. Et bien, le lendemain même, où ils avaient placé la borne Atari Pong, le gérant du bar les appelle Atari, un petit peu géant, en disant « Je suis désolé, votre borne Atari Pong est tombée en panne. » Ah mince, c'était pas de bol, juste 2 jours plus tard, pouf, c'est terminé. Les ingénieurs d'Atari arrivent sur place, pourquoi? Pour constater qu'en fait, c'était le trop plein de pièces de monnaie dans la borne Atari Pong qui avait bloqué la borne. Et ça, c'est extrêmement significatif du succès colossal que vont avoir les jeux vidéo, du succès colossal que va avoir Atari, d'abord avec sa borne Atari Pong, et plus tard, on va le voir avec sa console de jeu Pong, etc. etc. Le succès du jeu vidéo était lancé. Et effectivement, dès 1976, Atari, qui avait qu'une idée, en tout cas Nolan Bushnell qui avait qu'une idée, c'était permettre aux gens de jouer chez eux, comme il avait fait un peu avec la Mediavox lycée, mais qui avait connu un succès assez moindre. Et bien, il réadapta sa borne d'arcade Atari Pong sous la forme de cette console de jeu, l'Atari Pong. Même principe que la Mediavox lycée, une console de jeu très simple qui coûte que $100, donc somme toute assez accessible, que l'on branche sur la console de jeu, sur la télévision familiale, pardon, et on peut directement jouer à Pong. Alors, le jeu est légèrement réadapté, comme vous le voyez ici, puisque finalement, avec l'essor de l'informatique, eh bien, il y a une puce, tous les composants de la borne Atari Pong en 72 qui prenaient un peu de place et qui étaient somme toute assez chers, eh bien, ont été réduits sous la forme d'une seule puce, qui va se retrouver sous la forme de plein de clones d'ailleurs d'Atari Pong dans les années à venir. Et donc il va se vendre des consoles Pong, Atari Pong à Noël 76, comme des petits pains. Et le succès, la business story, le business success d'Atari va exploser, d'autant plus que jusqu'à présent, ils avaient vendu à peu près 600 bornes Atari Pong un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis et quelques-unes importées ailleurs en Europe, mais surtout aux États-Unis. Et par contre, les consoles Atari Pong, il va commencer à s'en vendre des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Le succès
commence à devenir colossal pour Atari, qui voit son chiffre d'affaires démultiplié de mois en mois. Et puis on arrive en 1976, vous vous rappelez que je vous ai expliqué que le microprocesseur le premier microprocesseur Intel date de 1972, et puis le premier microprocesseur, on va dire 8 bits, capable de faire des choses, et notamment des jeux informatiques, date de 73 ou 74. Eh bien, les ingénieurs des différentes firmes vont s'intéresser à ces microprocesseurs, puisque le microprocesseur, en tant que qualité, on va dire extrême, ne pourra faire tout n'importe quoi. Et lorsqu'on programme un microprocesseur, on peut lui faire afficher des jeux vidéo. Et ça devient très intéressant, puisque si on change le programme de ce microprocesseur, on peut changer facilement de jeu. Alors que sur la console Maniavox, la console Pong, elle, vous l'avez vu, n'avait pas du tout de cartouche, donc il n'y avait que Pong dedans, donc on ne pouvait pas changer de jeu. L'intérêt maintenant d'utiliser des microprocesseurs, c'est de pouvoir facilement changer de jeu et faire en sorte que les gens achètent une console et beaucoup de jeux différents. Et finalement,